Un chaleureux salut aux philosophes, débutants ou confirmés, qui viennent de cliquer sur la chaîne que j'inaugure en ce jour, Platon au fil à fil des textes. Sauf erreur d'aiguillage, si vous avez sonné à ma porte, c'est que vous vous sentez affamé ou alléché devant ce riche potentiel cognitif transmis au fil de la plus raffinée des tapisseries philosophiques, celle qui donne à comprendre des contenus énoncés, qui donne à spéculer sur des suggestions amorcées par les divers personnages tissés dans les dialogues signés Platon, ainsi que par l'auteur en personne dans les lettres qui lui sont attribuées. En ce moment fondateur, il est nécessaire que je trace une claire délimitation de mon itinéraire, de mon objectif, de mon angle d'attaque et de ma méthode. De sorte que les naturels philosophes à qui je m'adresse se sentent invités à trouver refuge et habitat au cœur de mon foyer pour approfondir avec moi les richesses du texte platonicien, tandis que les autres passeront leur chemin pour s'en aller chercher ailleurs les objets de leur désir. Aux touristes, je souhaite bon vent, et aux pèlerins, bienvenue, chacun ses goûts. Qu'il soit clair dès maintenant que mon propre goût me porte vers un courant de pensée qui, depuis la nuit des temps, a parcouru l'Asie, la Mésopotamie, l'Égypte, puis, après avoir suffisamment cheminé dans les veines obscures de l'orphisme, a surgi au demi-jour avec Pythagore, qui enfin, ayant accru sa visibilité chez Platon, se dédoublera en une paire de brillants vecteurs parallèles, l'un passant par Clément d'Alexandrie, Plotin, Proclus, Damascus, Denis l'Aréopagite, Boès et affiliés, l'autre passant par Aristote, Théophraste, Simplicius, saint Thomas d'Aquin et affiliés. Ce courant de pensée que les mystiques appellent initiation, Andronikos de Rhodes l'a appelé métaphysique. Son flux jaillit d'un seul axiome: la nature immanente, objet d'expérience, dérive d'une surnature transcendante mais apparentée, objet d'intuition. Ce torrent s'est accru, on l'a plus ou moins tenu pour navigable et pérenne jusqu'aux guerres de religion, puis il a été assujetti par les rationalistes, désagrégé par les éclaireurs et pulvérisé par leurs successeurs, positivistes, marxistes, nietzschéens, freudiens, pragmatistes, utilitaristes, phénoménologues, déconstructionnistes, tous ayant décrété que celui-ci devait être réduit à un réseau de canalisations enterrées. Tant et si bien que le fleuve d'eau vive, surgi du cœur divin, se trouve aujourd'hui cloaquisé, mais non tari. En attendant que les modes se démodent, que les choses effacent les mots. Vaste, pour tout ami de la sagesse, les choses subsistent, les mots ne font que passer. Qui passent donc par où ils pourront, sauf par cette chaîne, souterraine mais dépolluée, où je n'aborderai de questions philosophiques qu'à partir de l'angle d'incidence métaphysique, un angle résilient, irrédentiste, dont l'obliquité tend le plus possible vers la verticale, des catacombes jusqu'au ciel. Voilà pourquoi je puis déjà me permettre de transmettre à tous ceux qui n'ont pas encore zappé le salut que Platon réserve aux destinataires de ses lettres, eupratein.
Commençons par expliquer ce point. Le préfixe «eu» marque l'heureuse issue d'un processus bien conduit. Pratein dérive du verbe prasso, donnant praxis, qui signifie engager un déroulé, un geste, un travail de pensée pure ou d'écriture, une traversée, une mission, une ligne de conduite, une destinée. Eupratein signifie je souhaite que ce que tu entreprends soit mené à bonne fin, non seulement quant à sa finalité interne, mais surtout en s'ordonnant à la finalité externe par excellence, bien faire le bien. Socrate, si l'on en croit le plus talentueux de ces mémorialistes, aurait employé cette expression devant le jeune Alcibiade, hostis kalos pratei, uki kai eu pratei, bellement bien se conduire, n'est-ce pas bien se conduire? Et Maurice Croiset ajoute dans la note 1 de l'édition des Belles Lettres, l'allocution grecque qui se traduit littéralement par bien se conduire signifiait dans l'usage être heureux. En foi de quoi, il semble que cet usage forçait tout locuteur grec à admettre le vœu pieux qu'une belle et bonne conduite devait mener tout droit au bonheur, quelles que soient les pertes occasionnées, et surtout qu'une conduite laide et mauvaise menait au malheur, quels qu'en soient les gains, riche plateforme éthique qui se trouvait ici condensée dans 3 syllabes, riches de sens. Nul besoin de s'attarder sur l'ingénuité tactique ou l'ingéniosité stratégique de cette formule, que du haut de leur mécanisme aveugle, les matérialistes n'ont pas manqué de persifler en produisant l'argument paresseux des prospérités du vice et des infortunes de la vertu. Argument fort pour ceux qui ont bouché l'horizon de la vie avec le bouchon du néant, argument faible pour ceux qui feront déboucher la vie sur la perspective d'un pari sur l'éternité. Comme l'écrivit saint Augustin, le bien vivre doit servir à ceci, qu'il lui soit donné de vivre toujours. En conséquence de quoi, j'annonce d'emblée que si votre recette du bonheur est la jouissance sans entrave, le chacun pour soi, et tous les coups sont permis, le contenu de cette chaîne ne vous rendra pas heureux. Peut-être feriez-vous mieux de réinvestir promptement vos quotités et tant de cerveaux disponibles sur les chaînes idoines. Vous n'avez que l'embarras du choix. Pour les dissidents résiduels, je commencerai par me présenter. Je m'appelle Daniel Robert Barbero. Je suis né en 1953. J'assume sereinement mes racines celtiques, ma nationalité française, ma religion catholique, mon sexe masculin, mes mœurs hétérosexuelles et mon statut de philosophe platonicien. Après avoir suivi des études primaires et secondaires dans un établissement catholique, j'ai entrepris des études de philosophie que j'ai poursuivies jusqu'à la soutenance d'une thèse de doctorat, l'Arché chez Platon, sous la direction de Jean-François Mattei, professeur à la faculté des lettres de Nice. De 1978 à 2014, j'ai exercé le métier de professeur de philosophie à l'Éducation nationale dans divers lycées des académies de Nice et Paris Créteil-Versailles. Puis, en fin de carrière, parallèlement, dans un institut universitaire privé catholique. Suite à quoi j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Depuis, j'ai poursuivi mes recherches, dont je souhaite maintenant proposer le fruit sur Internet. Qu'est-ce qui m'a déterminé à faire ce choix de carrière et surtout ce choix de vie? Une première trouvaille, une espèce de signal
qui a attiré précocement mon attention. Dès la classe de seconde, M. Allary, professeur de physique, chef de chœur et homme de goût, parlait occasionnellement de Pythagore qui avait introduit dans l'histoire des idées une conception mathématique et musicale du cosmos, et de Platon qui lui avait emboîté le pas. Et c'est en parcourant le rayon Antiquité de la bibliothèque scolaire que le sort m'a fait tomber, non pas sur, mais dans le Phédon. Le galopin superficiel que j'étais est tombé, aspiré, inspiré, dans une faille de pensée tridimensionnelle. Une chute cathartique à l'occasion de laquelle ma conscience s'est trouvée contrainte à expérimenter de la verticalité. Sur le relief de ces anticlinaux, de ces géosynclinaux, s'ouvrait une voie libératrice, un raidillon tangentant l'or hors de l'aplatissement imposé par la mentalité de la micro-foire aux vanités qui m'entoure. De la lessive qui lave encore plus blanc, aux politiciens qui allaient rétablir l'âge d'or en passant par le tube de l'été, tout ce saupoudrage d'idéologènes toxiques coagulés par les démagogues, propagés par les circuits médiatiques et repris en chœur par le public, ne convenait pas à mon tempérament. Je ne savais pas ce que j'allais trouver, mais je savais quel laminoir de niaiserie je laissais derrière moi, et cela me suffisait. Le Phédon, si peu que j'en ai compris, avant de vibrer sur de plus hautes fréquences, a commencé par me dissuader de tâtonner à la surface des choses. Il m'a poussé à entreprendre un travail orthogonal d'approfondissement et d'élévation, en contractant et dilatant mon esprit en germination de son principe compact vers son épanouissement le long des lignes cosmiques. Dans la suite, le banquet m'a enseigné que ce travail, loin d'être fastidieux, pouvait devenir jubilatoire, pour peu qu'il soit motivé par une cause motrice, le désir amoureux, promettant pour récompense quelques traces de beauté. Puis, la République, notamment dans l'initiation de la caverne, m'a révélé la cause finale de ce travail, bientôt transmué en mission. Clarifier ma vision jusqu'à la rendre capable de débarrasser les apparences de leurs accrétions trompeuses, balayer l'illusoire et le dérisoire, afin de discerner les linéaments de la réalité pure et simple. L'être en tant qu'être, le régal vers lequel la conscience désirante lève les bras, Voregetai, à partir duquel la conscience clarifiée s'ouvre à la compréhension. Cette fine pointe du savoir ne s'esquissait sur la surface des choses que comme un point de fuite, mais simultanément, on pouvait l'envisager dans chaque étang comme un foyer rayonnant d'énergie. Sensible à ce rayonnement, le candidat à l'initiation devait bien finir par trouver, en la fine pointe de son âme, de la détermination en suffisance pour mobiliser son désir et du sens de l'orientation en suffisance pour tracer sa voie, tailler sa piste à travers les apparences vers le réel tel quel. Cette piste, de prime abord aussi indiscernable que la piste de Nazca, pouvait commencer à se déchiffrer au sol en utilisant le mode opératoire des archéologues. Chaque fois que je repérais le moindre jeu d'apparence trompeuse, il fallait poser un jalon. Et à force de marquage, de relevé, pour peu que mon intuition parvienne à prendre quelque hauteur, j'aurai quelque chance de démarquer et de surligner sur leurs coordonnées
les géoglyphes dessinés en creux, les images rapportables au modèle. Tel m'est apparu, en début de parcours et grâce à Platon, le critère de l'activité philosophique, dissiper les ombres de la caverne, comme d'aucuns soulèvent le voile de Maya ou d'Isis, et contempler ce qui se révèle derrière l'apparence. Pour emprunter la voie des philosophes, je devais perscruter le donné avec le souci de me servir de l'ombre, ce que la chose n'est pas, pour détecter et capturer la proie, ce que la chose est en elle-même. J'ai évoqué à titre de premier exemple d'ombre, d'illusion, les slogans que la propagande faisait circuler dans les chansons de variété, les tabloïds, les séries télévisées, les publicités, pour gaver l'opinion publique. J'en évoquerai d'autres dans la suite que je tenterai de démasquer. Durant plus d'un demi-siècle, à partir de mon interprétation de la caverne, j'ai conduit mes pérégrinations philosophiques en me référant à ce cadran de mon tableau de bord que j'appelais densimètre ontologique, dont l'aiguille de la compacité des substances toyot einai oion temalista, du plus haut degré d'être, évoqué par Socrate à la page 77a du Phaédon, jusqu'à la volatilité des dispositifs de simulation, évaluer la consistance propre à chaque objet d'expérience, homme, chose ou énoncé. Il me suffisait d'aligner ma visée sur la consistance maximale pour déterminer mon cas. Quoique l'effet en fût décrit à merveille par les ombres de la caverne, le mot illusion était introuvable chez Platon, ce qui ne facilitait pas la caractérisation du phénomène. Il semblait que le génie de la langue grecque eût été pris au dépourvu. Homère avait bien énoncé le mot onar, rêve, trop particulier. Socrate, à la page 83 du Phédon, proposait empathé, trahison, trop général. Le latin, plus pratique, offrait le verbe illudere qui illustre au plus près la taquinerie ludique des apparences simulant la res, la chose réelle dans sa réalité. C'est par ce biais que j'ai entrepris mon enquête. J'ai appris que la flèche de la conscience pouvait manquer la réalité de deux manières, en se trompant elle-même, erreur, ou bien en se laissant tromper par un objet paraissant autre qu'il était, l'illusion. Mais alors que dans le premier cas, le raisonnement pouvait procéder à une correction définitive, dans le second, la perception abusée s'obstinerait à le contredire. Tout se passait comme si la piqûre anesthésique du phénomène illusoire enfermait les consciences naïves dans un jeu pervers de leurres insubstantielles, promesses chatoyantes et mises pour n'être pas tenues. L'initiation de la caverne nous apprenait de plus qu'une conscience inattentive, paresseuse, timorée, routinière, voire addictive, préférerait n'importe quelle illusion rassurante à une réalité brutale. Même les consciences philosophiques n'échappent pas à cette inertie, ou n'y échappent qu'avec difficulté. Le prisonnier dissident que le lecteur trouve au livre 7 de la République ne se retourne pas volontiers vers la lumière libératrice. À la page 515 CE, il y est décrit comme contraint, un enkatzoito. Il souffre, algoi. Il est encore forcé, en enkatzoi, à regarder la lumière et violenté, bia, pour gravir la montée où sa souffrance, ou d'une astaille, le pousse à s'exaspérer, aganaktein. Puis,
Une fois parvenu en pleine lumière, loin d'éprouver la joie de sa contemplation, il subit un éblouissement aveuglant avant d'être délivré de ses anciennes doxazeïnes, opinions fausses, but de la manœuvre. Enfin, de retour auprès des cavernicoles, dans l'intention de les libérer, ces inconsistants ignorants l'accusent d'inconsistant avant de le lyncher. Ces pages décisives ne décrivent pas une insouciante partie de plaisir, mais un accoutrement compliqué, douloureux, dangereux, se concluant par une inversion accusatoire et une exécution. Mis à part la ciguë, ce fut, dans les grandes lignes, mon parcours de pistage et de traque, solitaire, en lutte à la fois contre la paresse interne et les déloyautés des objets et des personnes que je rencontrais durant la période qui me séparait de l'entrée en terminale. Date à partir de laquelle l'enseignement de madame Bonetti a renforcé mon bagage théorique pour en accroître l'efficacité. Par coïncidence, cette clairvoyante éducatrice avait choisi pour texte d'oral le Gorgias. Ce dialogue m'a fait rencontrer Polos, Gorgias et Calliclès, artificieux compères de ce Thrasymach que j'avais déjà aperçu à la réception chez Céphale au premier livre de la République. Au tournant de cette chaude soirée, 6 livres plus tard, Socrate avait garni le montage scénique de la caverne avec divers symboles dans lesquels mon interprétation peinait à distinguer l'illusion naturelle, trahison des sens, à l'illusion organisée, trahison des hommes. La distinction se trouvait opportunément résorbée à la réception chez Calliclès. Les raisonnements qui remplaçaient les symboles et se bornaient à étudier l'illusion organisée. Le lecteur y apprenait par Gorgias, s'il ne le savait déjà, que les escrocs avaient été prompts à comprendre le parti qu'ils pouvaient tirer de l'illusion, en mettant au point des techniques d'illusionnisme. Tour de passe-passe, dont je subissais les effets délétères au quotidien dans la fréquentation de mes contemporains, propagandistes et propagandivores. En sus, alors que le Mirliflor Thrasymach avait débité son verbiage sans le qualifier, Polos, et surtout Gorgias, laissaient filer les noms de rhétorique et de sophistique pour qualifier, définir leurs stratégies argumentaires. Et Calliclès justifiait l'emploi de tels moyens par une vision du monde nette et tranchante. La guerre de tous contre tous. La bonne vieille loi de la jungle. Dans de telles conditions, le renard désirant s'emparer du fromage devait intoxiquer les corbeaux en détournant le langage de sa fonction constative. Au lieu de dire la chose avec le mot, il s'agissait de vider la chose de sa substance et de la remplacer par des mots artificiellement changés d'un simulacre de substance. Vider le plein pour prétendre remplir le vide et prétendre mettre ce vide en vibration. Non seulement vendre du vent, selon l'expression de Machiavel, mais un vent sans air. Faire souffler le zéro dans des harpes éoliennes. Chaque fois que j'ai rencontré un sophiste, je l'ai sommé de remettre du contenu dans ses mots ou de se taire. Pourquoi le bon sens populaire n'en usait-il pas de même? Certes, la paresse intellectuelle pouvait expliquer que beaucoup préféraient laisser quelques soi-disant experts penser à leur place.
Mais comment expliquer qu'une vibration qui ne vibre pas, faute de points d'application, puisse faire entrer des consciences en résonance? L'initiation m'avait déjà avisé de l'écrasante proportion des cavernicoles et ne m'en avait pas fourni la raison. Quelles étaient les causes profondes de ce grégarisme? À partir de quelle malformation ou déviation psychique pouvait se développer cette synergie sadomasochiste entre maître corbeau et maître renard? Ce phénomène me paraissait aussi inexplicable que la ruée en masse des lemmings vers l'océan et la noyade. Je ne trouvais aucune solution à cette aporie, n'ayant pas encore détecté la perfusion des neurosciences dans les officines de propagande. Mais je pouvais compter sur un éclaireur. Par bonheur, sur le chemin de la dissidence, je n'étais pas absolument solitaire. Un marcheur infatigable, un fidèle compagnon de route, Socrate, m'y précédait en déposant des signes de piste. Dans son sillage, les philosophes pouvaient progresser sur une trajectoire verticale dont le but était l'être de l'étang, tandis que rhéteurs et sophistes, chaîne de volonté perverse en perpétuelle diffusion d'illusions, faisaient tourner en rond leur clientèle captive sur leur réseau plat de linéation sémiotique. De plus, Socrate, loin de considérer ces deux cortèges parallèles, ne manquait pas une occasion de les croiser, de les confronter, tant et si bien qu'à partir de ce point de l'histoire des idées, s'est engagé un combat entre une philosophie pérenne et une sophistique pérenne. Combat où j'ai choisi mon camp à un moment où les sophistes semblaient prêts de gagner la partie. Une occasion d'aguerrissement m'a été fournie en passant dans l'enseignement supérieur. J'y ai suivi les leçons d'Arnaud Villani, pédagogue raffiné dont l'acuité visuelle incitait l'étudiant à affûter son propre regard. Soucieux de ne pas influencer son auditoire, M. Villani réservait son jugement en balayant le faisceau lumineux révélateur des reliefs textuels. Il usait du même procédé, scrutateur et impartial, face à Platon, qu'il méprisait guère, que face à Nietzsche, qu'il goûtait davantage. C'est ainsi que, grâce à lui, tout en affinant ma pratique platonicienne, j'ai pu fouiller avec un certain plaisir dans le bric-à-brac nietzschéen. L'officier d'intendance allemand m'avait appâté, non avec une ration de choucroute, mais en chatouillant de sa plume le dernier homme, sautillant et clignant de l'œil, en qui je croyais reconnaître le cavernicole. Non sans pousser sur mes chers arrière-mondes quelques bottes gaillardes qui m'avaient empêché de m'y assoupir. Son hygiénisme philosophique me contentait, jusqu'à ce que je le repère comme l'automédication d'un valétudinaire. Pour replacer et replâtrer la forclusion des arrière-mondes, la foucade des masques superposés à des masques m'a vite fait cauchemarder. Qui n'ira qu'il vaut mieux tenter de connaître les choses et les gens tels qu'ils sont que se résigner à les admettre tels qu'ils se montrent? Jongler avec les illusions pouvait parfois distraire, à condition que la plaisanterie soit courte. Mais les mettre en abîme, c'était pousser l'antiplatonisme trop loin à mon goût. Illusion sur illusion, déperdition de la conscience dans la vibration du néant. Hors de question. Pour moi, le néant ne vibre pas, il n'a pas vibré, il ne vibrera pas. J'ai pu également tâter avec des pincettes
le fretin postmoderne qui, dans le sillage de ce gros cachalot, frétillait à qui mieux mieux, en s'efforçant de surenchérir sur le fétichisme de l'illusion. Ni Groom, ni Gros, ni Grious, noir plus noir que le noir, la coterie Derrida, Foucault, Deleuze, agitateur agité du zéro bourdonnant. Quitte à passer pour l'arriéré de service, je ne m'estimais pas convaincu. Je jugeais qu'un dispositif philosophique délibérément fondé sur l'illusion ne pouvait être qu'un rejeton malsain, un mauvais canular, un cadavre exquis, un cabotinage pédant, un snobisme effronté, voire un cynisme patenté qui s'entêtait sur du non-sens. De mauvais livres, si raffinés soient-ils, voire des livres mauvais, de futiles extravagances qui me faisaient le même effet que l'art contemporain, pour l'or, en déni acharné du beau. Obtenir du public autant de considération que Phidias ou que Bach, en exposant des ferrailles sorties brutes de chez le ferrailleur, en donnant à écouter un orchestre qui ne produit aucune note, à quoi cela rimait-il? Sinon à narguer le sens commun, la décence commune. Telles me semblaient ces chimères, fruits vénéneux d'une civilisation en décomposition, où s'autoproclamaient philosophes des babillards infatués de leur personne qui éclipsaient l'être pour de vrai au profit de l'être pour du beurre, ou s'autoproclamaient artistes des tritureurs de cendriers dont les fades provocations prétendaient éclipser la désincrustation de toute surcharge sur le matériau visible, tactile ou sonore, la forme épurée, émergente, propre à éveiller l'émotion esthétique, l'avant-goût du bonheur, et personne pour s'écrier le roi est nu. Que cela me plaise ou non, il me fallait admettre qu'en vertu d'on ne sait quel Mantvantara, entre le siècle de Descartes et celui de la déconstruction, la philosophie pérenne avait perdu chaque jour d'immenses territoires au profit de la sophistique pérenne. La stratégie socratique ayant mal résisté aux aux incessantes métamorphoses de ces émules de Protée, entêtés de rupture, transgression, subversion, et justifiant leur divagation par la mythomanie du progrès. L'ensemble arborant effrontément le titre de modernité, voire de postmodernité. Cette invasion m'a conduit à m'interroger sur ce qu'était cette fameuse modernité qui faisait chuter l'aiguille de mon densimètre et perdre mon cap. J'ai appris qu'à l'origine du qualificatif moderne, du substantif modernité, l'étymologie trouve le latin modo, qui signifie dans l'instant. À son tour, l'étymologie du mot instant nous indique que ce phénomène est inéluctablement instabilisable. L'instant est un ludion, substantiellement et existentiellement inconsistant, un électron quantique, un nuage agité, un effacement qui efface le passé en s'effaçant devant le futur. Si on le prend au mot, si on le met au pied du mur, le quidam, prétendument moderne, se définit comme une pure passagèreté, jouant obstinément l'éphémère contre le subsistant, ne trouvant à exister que dans le prurit d'innovation, redéfinie et amplifiée
comme progrès. Estimant qu'il doit faire table rase du passé d'où il vient, le moderniste ne saura se définir lui-même que comme un créateur se niant comme créature, un commenceur incommencé, une monade autoréférencée, tournoyant à la surface d'une horizontalité sans horizon, ne pouvant se raccrocher qu'à elle-même en tant que jeu inconditionné, sujet transcendantal qui, à l'instar de Gorgias, déclare la chose inexistante, la chose en soi inconnaissable, et qui, à l'instar de l'homme-mesure protagoréen, remplace ladite chose par la nature du regard qu'il porte sur ce que l'œil lui montre. Pour le moderniste, le donné laisse place à l'autoconstruit. L'entendement moderne, depuis le siècle des Lumières, refuse d'être éclairé. Il se veut éclairant. Les argumentaires censés interpréter ces light shows ne peuvent se fomenter que sur le mode performatif. Performatif, coup de baguette, où le langage de l'enchantement au chantage va prétendre à force de pression à insérer les engrenages causalistes dans les signes pour impacter les consciences affaiblies. Le Caliban moderne se repère de loin par son entêtement à donner des leçons, puisque rien n'a de sens à part lui-même. Il faudra le croire et l'imiter, sous peine de passer pour rétrograde. S'il était animal, le moderniste serait un nombriliste sans nombril. S'il était végétal, ce serait un fruit sans trace de pédoncule. Nec illum, en abrégé, nihil. Comme il est humain, c'est un nihiliste, à la fois excitateur et résonateur de la fréquence zéro. Condamné à la surenchère, le courant d'air moderne va devenir postmoderne en projetant le rayonnement opaque de son nihilisme sur le monde, dans une fuite en avant éperdue, un nosotropisme centrifuge, une pure expression de la pulsion Thanatos, qui vouera toute instance culturelle à son annihilation. Fin de la philosophie, fin de l'art, fin de l'histoire, fin de tout. Sauf de la litanie fétichiste du progrès, qui devient ici un oxymore. Et évidemment, fin du sujet transcendantal, mais fin non résolutive, sujette à différence avec un A. Suicide indolore, débouchant sur 1000 plateaux où le bambou déploie 1000 rhizomes verbeux. Fin de tout, sauf du bavardage. Un bavardage douceâtre, compulsif, qui n'en finit plus de s'écouter finir. Cette fuite en avant vers la fin, comme les points sublimes, les doctrines millénaristes et autres crépuscules des dieux, confère au gourou du néant un, un vertigineux pouvoir de suggestion, exploitable par les sophistes, rebaptisés communicants, qui survivront à l'hécatombe programmée des philosophes pour remplacer la philosophie par la propagande. C'est ce que je n'ai pas manqué de constater en revenant dans le secondaire en tant que professeur. Après 4 années de fac, dès l'obtention de mon diplôme de maîtrise, la nécessité de gagner mon pain m'a engagé à intégrer l'éducation nationale. De 1978 à 2000, je reconnais avoir exercé mon métier avec plaisir, en respirant une atmosphère encore assez saine, dans un service public assumant sa qualité de service public. J'ai initié une proportion notable d'élèves désireux d'apprendre, et même quelques éléments d'exception, dont certains se sont engagés dans des études supérieures de philosophie.
De plus, quoique dépourvu d'entre-gens mondains, j'ai entretenu un rapport correct avec la plupart de mes collègues, ainsi qu'avec le personnel administratif. De 2000 à 2014, c'est une autre affaire. Il me semble avoir vécu les mésaventures d'un travailleur qui, ayant commencé à travailler dans une entreprise dirigée par un décideur, aurait achevé sa carrière dans une entreprise gérée par un syndic de liquidation. En 36 ans, le métier d'enseignant est passé d'une époque de changement, dispositif moderne gardant encore quelques consistances, à un changement d'époque, dispositif postmoderne, inconsistant, insubstantiel. Dispositif anxieux au surplus de dissimuler son inconsistance sous une apparence de consistance. Perruques, dentiers, toutes les prothèses possibles, implémentées pathétiquement sur un organisme incapable désormais de développer de l'intérieur quelque fonction saine que ce soit. Au lieu de sens, signe. Au lieu de choses, mots. Au lieu de contenu, contenant. Au lieu de molécules actives, excipients. Au lieu d'homogénéité, émulsion. Au lieu d'autorité, surrégulation. Lyotard traduit bien cette évolution en écrivant que la modernité, c'est encore de l'histoire et que la postmodernité, ce n'est plus que de petites histoires. Je n'ai songé à lire Lyotard et d'autres sociologues que sur le tard, lorsque l'idée m'est venue d'opérer un retour réflexif sur cette perte fâcheuse de substance et de sens, sur ce passage du narratif au nano-narratif, dont je ne parvenais à saisir que les phénomènes de surface. La sociologie m'a permis d'agrandir mon arc de visibilité et de mettre quelques mots d'explication sur ces impressions. Tout d'abord, la lecture de Debord et de Baudrillard m'a incité à rapprocher la structure de la caverne platonicienne de celle de la société du spectacle, ce mauvais show dont les simulacres, depuis des décennies, me déplaisaient autant qu'ils plaisaient au public. Puis, la lecture de Girard m'a aidé à attribuer ce grégarisme opiniâtre, qui n'avait cessé de m'irriter depuis mon adolescence, à la composante mimétique du désir. Je savais déjà que chaque niveau de l'âme éprouve un désir spécifique. J'ignorais cependant que, si le désir sécrété par l'instance psychique supérieure visait à la connaissance et à la sagesse, le désir sécrété par l'instance opposée ne convoitait que contingemment les objets de prépotence, d'avarice, de gourmandise, de luxure. Girard m'a appris que l'objet du désir inférieur ne possède plus d'attractivité que le ballon dans tout jeu de ballon. Si les joueurs s'acharnent à s'en emparer, c'est minimalement pour lui-même, maximalement pour dominer l'adversaire. Ce n'est que pour imiter les parades d'intimidation des concurrents que les joueurs se ruent à la poursuite d'un objet, si dérisoire fût-il. Ce que sachant, n'importe quel opportuniste peut provoquer l'engouement d'une clientèle potentielle pour un objet de consistance et de valeur nulle. C'est ainsi qu'avec un bijou en toc, n'importe quel manipulateur peut remplacer le pauvre calcul d'intérêt bien compris par le misérable réflexe du vent de morue. Il suffira à un certain nombre de comparses de simuler la poursuite de l'objet transitionnel ou à un perroquet de répéter le même message un certain nombre de fois pour fétichiser l'objet et rendre le toc plus attractif que l'or et le diamant, et générer un flux qui ne cessera de monter en puissance jusqu'à la surexcitation. C'est ce qu'expérimente Bernays dans son livre Propaganda.
Le phénomène est constatable dans toutes les modes: matraquage publicitaire, vente aux enchères, sans parler des Black Fridays et autres lynchages. Dès que les électrons quantiques éprouvent une convoitise collective, ils basculent leur quantum vers un déterminisme que les experts en neurobusiness peuvent canaliser vers un non-objet monnayable, une camelote surdéterminée. Le gadget à obsolescence programmée, derrière lequel se profile le gadget innovant qui suivra, sur le tapis sur le tapis roulant d'un show illimité. Par la suite, la lecture de Lasch et de Michéa m'a aidé à identifier la cause de gadgetisation sociale et civilisationnelle. Le remplacement du pouvoir politique par le pouvoir économique. J'ai grandi dans la France d'après-guerre, un pays pouvant encore se prévaloir de son indépendance nationale et se faire fort d'opérer par lui-même ses choix politiques. Ce n'était pas un âge d'or, tant s'en faut, mais l'État assurait ses fonctions régaliennes. Il disposait d'une force de frappe qui imposait le respect. Il battait sa propre monnaie. Il organisait son administration sans en externaliser la gestion à des cabinets de consultants privés étrangers. Il fournissait du travail à tout demandeur. Les services publics garantissaient à tout citoyen des prestations d'une qualité assez correcte. L'usager pouvait être protégé par l'armée, la police, la gendarmerie, soigné dans les services hospitaliers, approvisionné en énergie par des fournisseurs fiables, déplacé par des moyens de transport réguliers, son courrier était acheminé, ses communications passées. Et qui n'ira que l'école obtenait des résultats notablement supérieurs à l'école d'aujourd'hui. Tant d'ailleurs dans le secteur privé catholique que dans le service public. Sachant que l'Église et l'État, malgré toutes leurs imperfections, sont deux organismes à but non lucratif, en principe finalisés sur le bien commun, et dont le devoir est d'administrer l'usager, non de rentabiliser la clientèle. Il n'en va pas de même de l'économie. Mandeville, Smith, Ricardo, Bentham, Hayek nous renseignent suffisamment sur ce sujet. De sorte que si l'économique, finalisé sur le bien propre, subvertissait le politique, finalisé sur le bien commun, l'État deviendrait un organisme à but lucratif. Il l'est devenu pour des raisons géopolitiques lorsque, à la chute du mur de Berlin, le monde bipolaire nucléarisé a laissé place à un village mondialisé, entre guillemets, dont la maintenance incombait de facto à ce que Huntington a appelé l'hyperclasse mondiale. Le mirobolant sociologue, là encore guillemets, Fukuyama, a même promis la fin des guerres dans son best-seller La fin de l'histoire. Comme si le mondialisme fournissait le dénouement de l'intrigue historique conçue comme une comédie musicale. Or, quel est l'effet réel du Global Social Engineering? Si l'économie gouverne, sachant que la forme de gouvernance la plus économique est la gouvernance par le chaos, il suffira d'ouvrir les yeux pour constater que la paix perpétuelle n'est pas au rendez-vous. Les peuples ont depuis disposé d'un quart de siècle pour apprendre à connaître la mentalité des prédateurs économiques dominant la chaîne alimentaire darwinienne. Les lignes générales en ont été définies à l'occasion de divers congrès, du genre des rencontres de Davos, parmi lesquels le plus significatif fut celui de l'hôtel Fairmont à San Francisco
en 1995, où de très influents congressmen furent informés d'une statistique prévoyant qu'au XXIe siècle, 20% de la population active mondiale suffirait à maintenir l'activité économique. Le problème consisterait donc à maintenir la gouvernabilité des 80% surnuméraires. La solution a été trouvée par le techno-tyrannosaure Zbigniew Brzezinski, ancien secrétaire d'État américain, auteur du best-seller Le Grand Échiquier. Le Titi-tainment, mot valise composé de titi, tétine de caoutchouc, et entertainment, divertissement. Concept qu'il a pris soin de définir comme suit: cocktail de divertissement abrutissant et d'alimentation suffisante permettant de maintenir de bonne humeur la population frustrée de la planète. Aux 20%, le sein tiède et charnu, le mamelon juteux, regorgeant de lait délicieux, et aux 80%, le taux piloté par le business. La tétine caoutchouteuse, plein d'un grand zéro, jeté en pâture au désir mimétique sur des musiques cadencées, incitant à taper dans les mains. Gadgets alimentaires rendant obèse, gadgets sous-culturels rendant crétin. Beaucoup sont devenus l'un et l'autre en sautillant, en se dandinant, en tapant dans les mains, en rayonnant de bonheur. On peut appliquer ce principe tant à la société en général qu'à l'école en particulier, étant donné qu'au-delà des fatidiques 20%, la divulgation du savoir réel, formateur, mentalement enrichissant, devient contre-productive, occasionne un surcoût et donne le goût de penser à des coûts sociales prévus pour avoir un goût d'abruti. Il faut confiner celle-ci dans un créneau étanche, en conséquence de quoi la gestion des établissements scolaires doit prévoir pour les 20% de perles prédestinés à compter pour de vrai un pôle d'excellence, très sélectif, où le schéma pédagogique classique serait maintenu, et pour les 80% d'huîtres, prédestinés à compter pour du beurre, des programmes malbouffe, d'aspect clinquant, de contenu médiocricisme. Théorie? Non. Pratique. Comme le disait Jésus, on reconnaît l'arbre à son fruit. Même les technocrates de l'Organisation de coopération et de développement économique, qui établissent le classement PISA, Program for International Student Assessment, sont forcés de reconnaître que de 2000 à 2024, la France est passée pour la lecture du 15e au 28e rang mondial, pour les mathématiques du 11e au 23e, pour les sciences du 13e au 26e. De quoi clouer le bec aux gazouilleurs qui s'entêtent à siffler la rengaine du progrès. J'ignore si cette malbouffe a été programmée par un hypothétique complot. Je sais qu'elle peut se programmer sans complot. Elle résulte de la structure même de la chaîne alimentaire darwinienne qui remplace l'éthique par la rentabilité, qui intègre de force la culture dans le marché. Rio Creux m'a appris que ce sont les puissants lobbies reflétant les tendances dominantes du marché qui ont incité le ministère à donner carte blanche à une secte de communicants virtuoses en novlangue, auto-labellisée science de l'éducation. Son programme consistait simplement à réduire drastiquement les contenus des enseignements et les exigences de travail, avec l'espoir hypocrite que l'élève construirait ses connaissances par lui-même et avec la certitude hypocrite que l'élève était né bon et omniscient. Pour afficher des résultats présentables à ce moulin à café sans café,
La notation a été pliée aux variables d'ajustement de la grading curve a- adoptée par l'éducation nationale à la fin des années 80 avec les fameux 80% de réussite au bac. Conséquence, les diplômes ont été dévalués en cascade, y compris les diplômes ouvrant aux carrières d'enseignants, attribués à des postulants médiocres qui ont été en sus contraints à mal travailler. Au niveau des programmes, dans le primaire, adoption de la méthode globale de lecture, dans le secondaire, abandon des humanités classiques, en mathématiques, baisse des exigences de rigueur et de précision, en sciences humaines, adoption d'une histoire segmentée, wokisée, victimaire et repentante, en SVT, adoption de la théorie du genre, transhumanisme, en philosophie, mise en sourdine de l'esprit critique au profit des moulins à prière, droits de l'homiste, diversitaires, inclusifs, éco-responsables, climato-vigilants. Au niveau des méthodes, il a suffi de décalquer les délires des États-Uniens Dewey et Watson, visant à aplatir toute verticalité, enseignant, enseigné. Le cours magistral, vilipendé comme frontal, directif et impositif, a été invalidé. À l'aide d'une langue de bois riche en cuistreries, agrémentée de sigles ésotériques et finalités, une fois de plus, sur le tableau du progrès, ces terroristes intellectuels ont forcé le professeur à admettre que son rôle devait désormais consister à, guillemets, tenez-vous bien sur vos sièges, construire à l'aide d'outils et de méta-outils des situations aidant l'apprenant à se mettre en situation de projet, en usant spontanément de sa capacité à stabiliser des procédures dans des processus, en zigzagant des invariants structurels aux variables sujets, aux objectifs de repérage, de maîtrise et de transfert, respectivement connectés aux situations impositives. Mais attention, gare à l'olibrius qui se limitera à la prise en compte, je remets des guillemets là, à la prise en compte des variables sujets en esquivant la notion de projet et celle des invariants structurels. Cela générera des réactions où l'apprenant pourra se trouver figé dans sa personnalité cognitive. Ce qui vaudra illico au prof contrevenant une séance d'autocritique devant son politcommissare, ainsi qu'une notation administrative et pédagogique infamante. Sans oublier un stage obligatoire de navigation entre guillemets, les archétypes mentaux et les indicateurs de surface en suivant le courant capricieux du conflit socio-cognitif le long des archipels de la décontextualisation, de la métacognition, du prototype mental, de la situation problème, de la clôture productive, des consignes critères, des consignes procédures et des consignes structures, des consignes but, de l'objectif obstacle, sans oublier l'obstacle objectif. Fermeture des guillemets. N'oublions pas d'ajouter à cette jacasserie démentielle le chaos résultant de l'effondrement de la discipline. C'est l'époque où les incivilités, voire la délinquance, ont connu une croissance exponentielle dans nos établissements. La bureaucratie n'a pas interdit aux professeurs de prendre des sanctions, mais elle a tout fait pour ne pas les appliquer. Tandis que le manque de rayonnement du professeur était affiché pour le rendre responsable de tout désordre. Les surveillants ont cessé de surveiller, les CPE, loin de sanctionner les trublions, ont transformé leurs bureaux en cellules de soutien psychologique où parents et travailleurs sociaux revendiquaient des protocoles compassionnels. Effet immédiat, dégradation des locaux, vol de matériel, raquettes, trafic de drogue, prostitution, sans oublier les attaques au couteau, les décapitations de professeurs
et autres plaisanteries de mauvais goût. Sous l'influence directe des cabinets de consultants étrangers infiltrés dans les ministères, la bureaucratie de plus en plus claquemurée dans ses bureaux, de plus en plus complaisante avec les élèves, de plus en plus insolente avec les professeurs, a adopté la méthode managériale. Gestion des personnels par le stress, fort accroissement de la pression à travers divers chantages, réunionnite aiguë pour collecter le plus possible de data sur le personnel et surtout repérer les points faibles des déviants, notes administratives au compte-gouttes, rapport d'inspection à l'avenant, assorti d'une incitation à se faire rééduquer dans des stagnes. Bilan. Livré pieds et poings liés aux mains de l'hyperclasse mondialiste, l'institution dont la raison d'être est de véhiculer la culture est devenue depuis 2000 une usine en carton qui débite toujours plus d'illettrisme, d'ignorance et d'inégalité. Ne nous y trompons pas, je ne prétends pas que la pratique des affaires soit forcément délétère. Ce que je récuse, c'est l'extension de l'affairisme à l'ensemble des institutions. Comme l'a dit Benoît XVI, il y a des points non négociables. La sécurité extérieure et intérieure, la santé, l'instruction, sans parler de l'éthique, ne sont pas marchandisables et ne doivent pas passer sous le contrôle des marchands. Dès qu'elles sont gérées comme telles par des émules de Brzezinski, elles deviennent des idéologies crypto-totalitaires dont la crédibilité ne peut être garantie que par des mythomanes. Tirant leçon de cette mascarade, je vais définir brièvement la finalité de cette chaîne YouTube. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai appris de Platon à évaluer la consistance en être des objets, des hommes, des discours que j'ai rencontrés, aussi bien ceux qui m'étaient proposés que ceux qui m'étaient imposés. J'estime que les idéologues de la modernité et de la postmodernité tirent prétexte d'un simulacre de progrès qui masque exactement son contraire, en tout cas pour 80% de la population mondiale. Je postule qu'il doit bien y avoir, au sein de cette proportion, un certain nombre d'esprits libres auxquels les perspectives faussées du système éducatif, en France comme ailleurs, n'a pas fourni l'opportunité de former leur esprit critique, d'assurer leur jugement, de structurer leur questionnement, d'épanouir leur culture. C'est à ces esprits libres que je destine mon enseignement sur Internet. Il me reste à expliciter son titre et à justifier son choix. J'ai intitulé cette chaîne Platon au fil à fil des textes. Non, car je n'y aborderai que des textes de Platon. Texte, parce que ce mot vient du latin textus, tissu, du verbe texere, tisser. De même que le tisserand peut tisser divers fils, l'écrivain peut tisser divers signes se rapportant à diverses choses. C'est le cas des Védas et des Upanishads qui ont choisi le mot sanskrit sutra, fil tissé, pour désigner un simple aphorisme ou un recueil d'aphorismes. La texture d'une étoffe dépend de la nature, de la qualité des fils employés et du serrage de ceux-ci sur le métier à tisser. Socrate emploie cette métaphore à la page 268a du Phèdre à propos des discours rhétoriques. Le tissu n'en est guère serré. Diestekos auton to etrion. Diestekos, d'où est tiré le français dièse, signifie pour un tissu être rendu poreux par le desserrement des fibres. Etrion signifie la chaîne d'un tissu. Par extension, la texture d'un solide désigne l'arrangement de la matière et des pores qui le constituent. Du plein et du vide, de la compacité et de la dissolution, de la contraction et de la dilatation. Il en va de même de la texture d'un texte.
c'est une évaluation de texture qui permettra de distinguer un énoncé consistant d'un énoncé inconsistant. Il en va de même de toute réalité. Du point de vue ontologique, l'étang est soumis à des forces compressives, astringentes, coagulantes ou l'inverse. On peut dire qu'il y a du gustativement étant et du fadement étant, du centripètement étant et du centrifugément étant. J'ai donné ici comme exemple l'inconsistance de la propagande mercatique et pédagogique. Qu'en est-il du fil à fil? En critiquant le desserrage du discours rhétorique, Socrate suggère-t-il que le discours philosophique doit être maximalement resserré. Ce pourrait être le cas chez Wittgenstein. Ce n'est pas l'impression que donne la prose platonicienne, qui est à la fois philosophique et littéraire. À mon sens, le texte platonicien est tissé selon la technique du fil à fil. Ce mode de tissage fait alterner des fibres hétérogènes, soit par la couleur, avec effet visuel de matité, de velouté, soit par la texture, pour obtenir des tissus spécifiquement texturés, c'est-à-dire ménageant une proportion d'élasticité et de rigidité. Le serrage du fil à fil doit être calculé de manière à harmoniser couleurs et textures dans leur mixité, ressemblance et différence, même parfois dans leur contraste. Le tout afin que l'œil les concilie sans les confondre. Telle me semble être la qualité de toute bonne prose, laquelle possède la propriété d'immerger le lecteur dans une atmosphère qui résulte du tissage de signes et de pensées, de mots et de choses, d'images et d'idées, et dans laquelle baigne la doctrine, de manière à être éclairée, intuitionnée et mémorisée. Je ne citerai que deux exemples. Le choix de la forme dialoguée, qui me paraît emblématique. Les fils argumentatifs des divers personnages se conjuguent ou s'opposent jusqu'à la résolution des contradictions d'aporie. On peut évoquer également l'alternance des raisonnements qui ne se développent que jusqu'à la limite de la pensée discursive et des mythes qui franchissent cette limite pour s'élancer vers les horizons de l'intuition. Le résultat obtenu peut se comparer aux différents regards que différents prétendants portent sur la tapisserie de Pénélope. Ils sont presque tous impressionnés par la beauté de l'ensemble. Ils voient presque tous les mêmes signes, mais chacun peut en tirer une interprétation différente, selon la rectitude de son désir, le tranchant de son jugement et la profondeur de ses connaissances. Contrairement à la plupart des philosophes, mais suivant en cela l'exemple de Pythagore, Platon n'a pas livré au texte un système philosophique pourvu d'une structure organique. Cet enseignement ésotérique est resté enfermé entre les murs de l'académie. Pour la postérité, Platon a laissé un tissu d'excellente facture, mais composite, afin que chaque lecteur puisse en rapporter chaque fil à l'ensemble et en tirer la synthèse que son niveau lui permet de tirer. Ce sera ma conclusion pour cette fois. Les séances suivantes seront consacrées à mon commentaire du Timée.